Bonjour, nous sommes le mercredi 22 août 2018 et je crois avoir appris une chose ces jours-ci, c'est à ne pas essayer de vous faire une vidéo avec absolument tout ce qui me passe par la tête à un moment donné, mais de traiter les sujets les uns après les autres, en particulier quand l'actualité est bien remplie et qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Alors, je commence par une vidéo sur le verdict du procès de M. Paul Manafort. Il y a eu un autre événement dans la journée d'hier important pour la future carrière de M. Trump. C'est le fait que son ancien avocat, M. Michael Cohen, a plaidé coupable. Mais je traiterai ça dans une autre vidéo. Bon. Deux événements donc qui font que la presse américaine titre Mauvaise journée pour M. Trump, en faisant référence à la journée d'hier, mardi 21 août. Deux événements qui ont des conséquences pour lui. Bien entendu, il s'est précipité par tweet ou par la voix de son porte-parole sur les questions juridiques, M. Rudy Giuliani, de dire tout ça n'a aucun rapport avec moi. Alors, dans le cas de ce qui s'est passé avec M. Cohen, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est manifestement faux, puisque parmi les choses que M. Michael Cohen reconnaît, c'est en particulier d'avoir agi sur les ordres de M. Trump pour deux paiements qui sont des infractions à la loi sur le financement des campagnes électorales. Mais comme je vous ai dit, je parle de ça tout à l'heure. Monsieur Trump a raison de dire que ce qui s'est passé dans le procès de Monsieur Paul Manafort et dans le verdict n'a aucun rapport avec lui. Parce qu'on parle d'autre chose, on parle des impôts que essentiellement que monsieur Manafort aurait dû payer aux États-Unis qu'il n'a pas payé, et de fausses informations qu'il a transmises à des banques en vue de l'obtention de prêts. Tout ça, effectivement, n'a aucun rapport avec M. Trump, mais vous le savez, si vous êtes allé au cinéma ou si vous avez lu des romans américains, il y a dans des cas comme celui que la justice américaine et en plus le FBI, la CIA, la NSA essayent de régler dans le cas de M. Trump, on procède par cercle se resserrant, c'est-à-dire que la procédure qui est utilisée, c'est que si on veut obtenir des informations importantes de quelqu'un qui connaît des choses importantes sur M. Trump, on commence par l'inculper sur des choses latérales, des choses qui ne sont pas centrales par rapport à cette affaire. Et il est toujours très possible, pour la plupart des gens, malheureusement, à la surface de la Terre, de commencer par mettre en évidence qu'ils n'ont pas payé leurs impôts d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont triché là-dessus. Et que c'est ce premier moyen pour la justice de faire pression pour eux, en particulier d'essayer de les condamner sur des questions d'évasion fiscale et autres à des peines de prison. On est aux États-Unis où on additionne tout ça, des peines de prison de 400 ans, et de leur dire, écoutez, maintenant on vous propose un package, un paquet, un arrangement global. On peut discuter de votre condamnation à 400 ans de prison sur votre évasion fiscale et des choses que vous pourriez nous dire en rapport avec d'autres affaires qui nous intéressent, nous, ministère de la Justice, etc. C'est comme ça qu'il procède. Et effectivement, ce premier procès de M. Manafort n'avait aucun rapport avec M. Trump de manière directe. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport avec M. Trump éventuellement ou eventually en anglais, c'est-à-dire en fin de compte, c'est parce que M. Manafort a essentiellement gagné son argent en étant le représentant de gens liés de manière directe ou indirecte avec la Russie. Alors, je vais en dire un peu plus là-dessus pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. 18 chefs d'accusation dans le cas de M. Manafort, le tribunal, le jury a décidé que oui, il avait commis des infractions qui lui sont reprochées dans le cas de 8 sur 18. C'est une demi-victoire pour la justice et en particulier pour M. Mueller à la tête de la commission qui enquête sur une collusion éventuelle ou une conspiration éventuelle de l'équipe Trump avec la Russie. 8 sur 18, ça fait déjà pas mal d'années
de condamnation à M. Manafort. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu que 8 sur 18? C'est quand même la question qu'on se pose. Et là, la première chose qu'il faut signaler quand même, c'est l'hostilité du juge, M. Ellis, l'hostilité du juge au procès en tant que tel. Manifestement, il a manifesté sa mauvaise humeur vis-à-vis de ce procès un petit peu de façade, puisqu'il s'agissait essentiellement d'inculper et de condamner M. Manafort sur des choses en vue d'obtenir autre chose de lui ultérieurement. Il a manifesté sa mauvaise humeur, en particulier il y avait un ensemble de procureurs qui représentaient donc, le procureur représente la nation, mais qui étaient des gens mandatés par Mueller, et il leur a fait des remarques assez désagréables pas mal de fois, et en particulier il a interrompu les dépositions de plusieurs témoins, ce qui a irrité tout particulièrement les procureurs qui auraient voulu qu'on laisse parler ces gens sans les interrompre, sans essayer de les envoyer sur des voies de garage, qui était un petit peu la tactique utilisée par ce juge Ellis pour essayer d'attirer l'attention des jurés sur le fait que ce procès est un procès qui en cache un autre. Il a d'ailleurs, dans une déclaration fait à un jury, en réponse aux remarques, acerbes des procureurs, il leur a enjoint d'ignorer le fait que ce procès était manifestement lié à d'autres choses. Ce que les procureurs ont trouvé encore pire, puisqu'ils considéraient que c'était une manière d'attirer l'attention des jurés sur le fait qu'il y avait peut-être des motivations d'ordre politique dans le fait qu'on avait inculpé M. Manafort. Parce que dans des cas comme cela, et comme dans le cas de M. Cohen, on peut se demander pourquoi la justice n'intervient sur ces questions d'impôts pas payés uniquement quand il y a d'autres choses qui sont en jeu. C'est-à-dire que on laisse les gens tranquilles, on les laisse faire de l'évasion fiscale, quand on regarde les chiffres, et il y a des gens qui ont écrit des bouquins là-dessus, que monsieur Untel, fonctionnaire au ministère des Finances, avait transmis 2300 dossiers au service des impôts, IRA, Internal Revenue Administration aux États-Unis. Quand on envoie 2300, quand un fonctionnaire zélé envoie 2300 dossiers de choses à inspecter par le service des impôts, ce qui se passe d'habitude, c'est qu'il y en a 20 qui sont traités et qu'on déplace la personne qui a transmis les 2300 dossiers, on la déplace vers un autre endroit de l'administration, comme l'entretien des jardins publics ou des choses de cet ordre-là. Voilà, les exemples sont nombreux. Vous pouvez voir ça dans les bouquins des gens qui écrivent des bouquins sur l'évasion fiscale. Il y en a d'excellents, en particulier d'un monsieur, si je m'en souviens, Waxman. Je vous trouverai la référence exacte. Donc, un procès de M. Manafort visant essentiellement à faire pression sur lui. Le jury a quand même, malgré le fait qu'on avait attiré l'attention, le juge en particulier, sur le fait qu'il s'agissait de le faire tomber pour faire pression sur lui sur d'autres choses par la suite, le jury a quand même décidé jury de 6 hommes et de 6 femmes à qui on a demandé s'ils voulaient qu'on divulgue leur identité, qui ont demandé qu'on ne le fasse pas. Le juge leur a quand même donné la permission de parler à la presse s'ils avaient l'intention, s'ils avaient l'occasion de le faire ou l'envie de le faire à titre personnel. Alors de quoi s'agissait-il? Eh bien, là il s'agissait du fait que ce monsieur Paul Manafort avait fait sa fortune et des millions en nombre considérable en étant le conseiller de différents dictateurs à la surface du monde, en particulier M. Mobutu Sese Seko au Congo, l'homme fort représentant le clan russe en Ukraine avant la guerre civile, dont j'oublie le nom mais que je mentionnerai en dessous de la vidéo et dans le texte par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Manafort s'est habitué à avoir des millions. On parle de son fameux gilet à 15 000 $ en peau d'Autriche, non pas d'Autriche, d'autruche.
etc. Bon, des dépenses, voilà, des centaines de milliers en tapis d'Orient, etc. de dollars en tapis d'Orient, des choses de cet ordre-là. Un train de vie extraordinaire, une propriété dans laquelle vous êtes accueilli par un parterre de fleurs tout à fait considérable, dessinant l'initiale M à son nom. Donc, quelqu'un qui, en aidant en conseillant des despotes, et avec un certain succès jusqu'à un certain moment, a gagné des millions de dollars qui sont de l'argent sale recyclé d'une manière ou d'une autre, ou de l'argent volé carrément dans les caisses de différents États. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui permet vraiment de le coincer tout à fait? C'est qu'au moment en particulier où sa source de dollars importante lui venant d'Ukraine après la guerre civile qui change le régime et met en place à Kiev un régime d'inspiration plus ukrainienne qu'auparavant. Sa source se tarit et qu'est-ce qu'il fait pour maintenir son train de vie auquel apparemment il tient? Il emprunte. Il emprunte des sommes du même ordre sur des demandes qui sont bidons. En présentant des dossiers et en faisant du trafic d'influence. Sur ce point-là, quand dans un procès précédent, on avait demandé à M. Manafort qu'est-ce que c'est que cette firme qui fait des relations publiques, de la communication, et le juge lui avait demandé est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça plutôt du trafic d'influence? Et ça avait fait ça avait eu un certain retentissement, ça avait fait un certain bruit quand M. Manafort, très honnêtement, avait dit oui, on peut appeler ça du trafic d'influence. Donc, il perd la source ukrainienne et il commence à emprunter aux États-Unis. Et là, il fait la chose suivante, il obtient 20 millions de dollars d'une petite banque, en fait. Et d'après ce que disent les employés de rang subalterne de cette banque qui vient de témoigner, c'est en échange d'une promesse d'un poste important au directeur de la banque dans l'administration de M. Trump, quand M. Trump accédera au pouvoir. En particulier, il propose au gars carrément d'être ministre des Finances. L'autre, plus modestement, voudrait être ambassadeur à Paris, Berlin, etc., ou bien secrétaire d'État à l'armée. Voilà, ça ce serait sa préférence. Et alors pourquoi est-ce que le jury finalement n'est pas d'accord avec les 18 chefs d'inculpation? C'est parce qu'il y a des choses effectivement qui sont je dirais pas douteuses, mais qui permettent d'hésiter par rapport aux chefs d'inculpation. Par exemple, on compte beaucoup sur la parole de l'assistant, du secrétaire de M. Gates, qui s'appelle M. Rick Gates, le secrétaire de M. Manafort. Et le témoignage de ce monsieur qui vient à la barre est très convaincant, si ce n'est qu'on découvre à cette occasion qu'il a lui-même détourné une partie des sommes pour financer une liaison illicite à Londres, et en particulier dans un bel appartement qu'il peut louer grâce à l'argent de monsieur Manafort. Donc, témoignage de Rick Gates assez convaincant sur la plupart des choses, mais c'est pas un homme entièrement fiable, puisque par ailleurs il a triché dans le dos de son patron. Autre chose, quand les procureurs essayent d'insister sur le fait que les prêts obtenus par M. Manafort auprès de cette banque, c'est à partir de trafic d'influence, c'est en promettant un poste important dans l'administration au directeur de la banque. Les jurés, dans les réactions qu'on a vues au moment même, ont l'air de suggérer et ont l'air d'acquiescer quand les avocats de Manafort disent après tout, c'est la liberté de ce directeur de banque de faire ce qu'il veut de l'argent qui se trouve dans la banque. Alors, les procureurs disent non, l'argent qui est dans les banques, et ça, ils ont raison, c'est pas l'argent du directeur. Mais là, vous voyez, là aussi, il y a une hésitation possible, et je ne suis finalement pas surpris que sur ces 18 chefs d'inculpation, que le jury n'ait pas suivi dans à peu près tout. Alors,